Pour découvrir le delta du Danube, mieux vaut avoir un bateau. Impossible de se déplacer autrement dans cet univers de marais et de canaux. Qu'il soit à rame ou à moteur, tout le monde ici en possède un. Ilyutsa Goean est guide et son embarcation, c'est son outil de travail. Avec elle, il fait découvrir aux visiteurs toute la richesse des lieux et leur histoire. Nous sommes sur le bras de Sulina, au milieu du delta. Il a été creusé par l'homme. Ce bras faisait un grand M, avec deux boucles très larges. Mais les gros bateaux ne pouvaient pas les passer facilement. Et c'est pour cette raison que vers 1850, la décision a été prise de creuser ce canal que vous avez sous les yeux aujourd'hui. Ce canal permet au cargo de rejoindre la mer Noire. C'est l'un des visages du delta, un parmi tant d'autres. Car le delta est cet immense territoire en Roumanie, à la frontière avec l'Ukraine. 5600 km² au total, entre ciel et eau. Le delta est un lieu unique au monde, à l'intérieur duquel vous trouvez une multitude d'univers aussi singuliers les uns que les autres. Des biotopes uniques, des paysages rares. En découvrant ces lieux, vous allez comprendre pourquoi j'ai renoncé à la ville et choisi de vivre ici. Ilyutsa était avocat à Bucarest. Il y a 10 ans, il change de vie pour s'installer ici, dans l'un des plus grands espaces naturels d'Europe. Une région qui a le goût de son enfance. Quand il venait pêcher avec son père dans ces eaux poissonneuses. Ici, on trouve silures, cendres, brochets et même esturgeons qui remontent de la mer Noire pour frayer. Le delta du Danube, un paradis pour les pêcheurs. La saison de pêche vient d'ouvrir. C'était interdit jusqu'au 7 juin. Et maintenant, après 2 longs mois d'attente, tout le monde veut venir à la pêche. Et là où nous sommes, c'est un très bon coin pour la carpe. Pour les Roumains, cette région évoque la détente, la douceur de vivre. On y vient en famille et entre amis pour prendre le temps de découvrir. Surtout si l'on connaît comme Ilyutsa les chemins de traverse. Nous sommes dans la vasière de l'État. Vous avez sous les yeux un canal naturel du delta. Et pour vous donner une idée, tout était comme ça à l'origine. Vous pouvez voir toutes les plantes de la région. Si vous allez sur les canaux navigables, vous ne voyez plus beaucoup de petits nénuphars ni d'aloès d'eau, parce que ces plantes-là ne restent pas là où il y a de grosses vagues générées par de grandes barques. Vous ne les trouverez que dans des lieux très cachés. Autre endroit caché pour voir de près ces pélicans. Ilyutsa sait que cet arbre mort qui affleure à la surface est un perchoir apprécié des oiseaux.
Notre guide nous entraîne maintenant dans un étroit canal pour nous faire découvrir une image saisissante. Un lac, comme il en existe des dizaines dans le delta. Un monde à part entière. Nous sommes sur le lac Podkova. C'est un lac peu profond. En été, il est envahi par la végétation. C'est une zone avec beaucoup de nénuphars, de plantes aquatiques. Un très bon abri pour les oiseaux qui descendent sur les feuilles. Un refuge pour les petits poissons qui trouvent ici de la nourriture en abondance et peuvent se protéger des prédateurs, des oiseaux qui les cherchent. Et là, vous entendez les grenouilles. Des millions de grenouilles. Différents appels de la grenouille, des chants d'accouplement. Donc c'est le genre d'endroit où il faut se taire et écouter. C'est ça, écoutez seulement. Le delta, peuplé d'une faune sauvage et habité par les hommes. « 15 000 habitants sont recensés dans la zone. Ils vivent dans des villages qui s'étirent le long des canaux, comme ici, à Mila 23, car nous sommes à 23 000 nautiques de la mer Noire. On vient y boire un verre ou faire ses courses. C'est aussi le seul endroit à des kilomètres à la ronde où on peut faire le plein d'essence pour des stations-service flottantes. Qu'est-ce qui se passe si vous tombez en panne sèche? Il n'y a qu'une solution, téléphoner à un ami. Vous devez appeler quelqu'un pour qu'il vous apporte de l'essence. Et si vous n'avez pas de téléphone sur vous? Vous attendez que quelqu'un passe et vous prenne. Autant dire que vous pouvez attendre longtemps. Et pour le prix d'un plein, à Mila 23, c'est Pic, la mascotte, qui vous encaisse. Qui est le patron ici? Vous ou Pic? Nous travaillons ensemble. Et qui est le mieux payé? Moi, j'ai un salaire et lui à manger. Et si on devait vraiment comparer, c'est Pic le plus gâté. Il a du talent, ce chien. C'est le plus doué. Et voici Agustina, une figure de Mila 23. Agustina, qui, comme souvent le matin, passe prendre sa belle-sœur, Yulia. Ensemble, elles vont cultiver leur jardin. Une demi-heure de navigation, et les voilà arrivés. Pourquoi votre jardin est aussi loin de chez vous? Parce que j'en ai hérité et que je l'ai gardé. J'en ai donné un bout à ma sœur, un autre à elle, pour qu'on ait de quoi manger. On a appris ça de nos parents. Agustina est comme beaucoup de gens ici. Ici, j'ai mis des tomates. Elle mange ce qu'elle récolte. Ici, j'ai mis des oignons. Là-bas, des pommes de terre.
Et marchez pas sur mes choux. Elle plante également des poivrons, des haricots, des pastèques. Tout pousse dans cette terre grasse et nourricière, enrichie par le limon du Danube. C'est de la belle terre. Regardez, le maïs sort. Du maïs. Et encore là, il sort. Et pourquoi avez-vous fait le signe de croix avant de commencer à travailler? Pour que Dieu m'aide, qu'il me donne la force. Et ça marche? Oui. Comment croyez-vous qu'il vous aide, Dieu? C'est lui qui vous donne la force. Mais si vous ne le priez pas, c'est vain. C'est un péché. Agustina, une femme croyante et courageuse, très attachée à sa terre et au fleuve. Une vraie femme du Danube. Elle est même née dans une barque. Je ne veux aller nulle part. Je veux rester à la maison. Je suis allée voir ma fille en Italie 3 fois. Mais je regardais les avions pour qu'ils viennent plus vite et me ramènent ici. Ici, il y a l'air pur. Je suis malade quand je ne suis pas dans le delta. Je viens travailler, je rentre à la maison, je mange, je me repose. Et voilà. Eh bien, que Dieu vous aide à vivre jusqu'à 100 ans pour vous occuper de votre jardin. Je ne vivrai pas 100 ans, mais encore 1 ou 2 ans peut-être. Les gens du delta sont nourris par le Danube. Certains sont également logés grâce à lui. Dans cette région de Roumanie, on construisait autrefois les murs en torchis, c'est-à-dire un mélange d'eau, de terre et de paille. Pour le toit, c'était du roseau. Abandonnée dans les années 70, cette tradition revient en force. Adrian Kanchencu est couvreur, spécialiste des toits de chaume. Ce matin, il passe voir le chantier d'un cousin. Et au passage, lui donne un coup de main. Combien de temps il faut pour maîtriser ce geste? Ah, toute une vie. En réalité, cela fait 10 ans seulement qu'Adrian est dans le métier. Avec d'autres, il a voulu relancer cette activité en voie de disparition. Et c'est en Angleterre qu'il a retrouvé les gestes et le savoir-faire. Les gens qui se lancent dans le tourisme font ce genre de toit. Ils cherchent à faire du local, que ce soit l'architecture ou les matériaux. Celui-ci est neuf. Et là, vous avez un toit fait il y a plus longtemps. Et comme ça a plu, ils ont fait la même chose. Et ça coûte cher de faire ça? Oui, un peu. Mais on ne va pas parler d'argent maintenant. En fait, c'est beau et les gens le réclament. Paradoxe, ce matériau était autrefois bon marché, synonyme de dénuement. Avec la vague écolo, sa cote remonte. Et ça tient combien de temps? 30 ans. Même dans une région humide comme le delta. Ça n'a rien à voir. C'est juste une question de pente, d'angle du toit. Plus c'est pentu, plus ça dure longtemps. Pour la matière première, Adrian n'a pas besoin d'aller très loin. Le delta du Danube serait la plus grande roselière du monde. Des roseaux à perte de vue. L'économie de la région est basée sur le tourisme, ce qui permet de travailler de l'été jusqu'à l'automne. Du coup, en hiver, c'est difficile d'avoir des rentrées d'argent pour faire vivre la famille. Donc, il y a 10 ans, j'ai eu l'idée tout simplement de récolter le roseau, de le vendre pour vivre l'hiver. Et tous mes roseaux viennent d'ici.
Adrian a obtenu l'autorisation d'exploiter 2 immenses parcelles propriété de l'État. Et ce fut alors le début de sa nouvelle vie. Faut faire le tri pour préparer sa botte. C'est en hiver qu'on coupe cette plante et qu'on fabrique des bottes avec les roseaux secs de l'année précédente. Pour que cette activité soit rentable, il faut faire 50 à 100 bottes par jour. Et voilà, presque terminé. En fin de journée, Adrian insiste pour nous faire découvrir cette scène insolite. Des buffles d'eau prenant leur bain. Adrian connaît bien ces animaux. Ils appartiennent à sa famille. Là, un vieux buffle garde ce groupe et plus loin, vous en avez un autre avec des jeunes. S'ils se rencontrent, ils peuvent se battre. Ce sont des animaux à moitié sauvages. 25 bêtes au total, pour conserver la race qui avait disparu de ce coin de la Roumanie. On prend soin de ces animaux car nous avons une longue tradition familiale d'élevage de buffles, de bétail et de chevaux. Ma famille vient d'Ukraine, par mon grand-père, arrivé ici il y a 200 ans. Et il a toujours voulu transmettre cette culture à ses fils. Aujourd'hui, nous sommes plus roumains qu'ukrainiens. Mais nous pensons qu'il est important de maintenir vivante cette tradition d'élever des animaux. Protéger le milieu naturel, une véritable vocation pour Adrian et son entourage. Nous sommes maintenant dans l'école du village de Crișan, où travaille sa femme, Monica. Allez, venez en classe. En classe. Il faut toujours le répéter au moins 2 fois. Monica n'est pas institutrice, mais conseillère écologique. Elle passe dans les écoles pour sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement. Vous avez vu la première page? Et de quoi s'agit-il à votre avis? C'est ça, c'est une zone humide avec beaucoup d'eau. Et nous sommes en quelle saison? L'automne, ça c'est clair. Monica sait que le delta est un écosystème très fragile et qu'il faut inculquer dès le plus jeune âge le respect de ce milieu naturel. Quel est l'oiseau qui symbolise le delta du Danube? Non, c'est le pélican. Et qu'est-ce qu'on peut manger dans notre région? Oui, les cuisses de grenouilles, c'est très bien. C'est un mets raffiné, c'est pour ça que des grenouilles, on en a tellement. Bah moi, j'en ai mangé une fois et ça m'a pas plu. C'est important qu'on en parle en classe, pour qu'ils sachent se comporter dans la nature, pour ne pas la déranger et ne pas laisser de traces. En même temps qu'ils puissent se réjouir de ce qu'elle peut nous offrir. C'est un bien qui nous appartient à tous, un bien commun. Une leçon parfaitement retenue par les enfants. Je vous dirais que le delta est un lieu unique. Il n'y a pas de delta du Danube dans le monde. Ce sont les plus beaux paysages que j'ai jamais vus. Il y a des oiseaux qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie parce que ça vaut la peine. Un endroit qui vaut la peine d'être protégé. Monica est employée par la réserve de la biosphère, une administration en charge de la sauvegarde des espèces, du maintien des activités économiques locales et de la remise en état des espaces dégradés. Nous prenons un peu de hauteur
pour découvrir un cas typique de restauration du paysage. Ici, à l'époque de Ceausescu, des digues avaient été érigées pour fermer les canaux et aménager un immense bassin à poissons. Une véritable catastrophe écologique. L'eau ne circulait plus et elle sentait mauvais. Comme il n'y avait pas de courant, le poisson a été affecté. Comme il n'y avait plus de poissons, la population d'oiseaux qui les consommait a été affectée à son tour. Concrètement, un canal a été creusé pour libérer l'eau et petit à petit, cette zone s'est reconstituée. Je crois que tout le monde s'en réjouit, les locaux comme les touristes. Parce que c'est une bonne chose. Et peut-être que les animaux aussi, s'ils le pouvaient, nous diraient merci. En 1991, l'UNESCO inscrit le delta du Danube sur sa liste du patrimoine mondial. Plus de 3000 km² sont ainsi protégés. Avec eux, des variétés de plantes et 300 espèces d'oiseaux, dont le pélican, le maître des lieux. Changement de décor et changement d'ambiance. Nous sommes avec la police des frontières en pleine course-poursuite. Mais attention, il s'agit d'un exercice. Des policiers tentent d'arrêter des contrebandiers joués par des collègues. Ces derniers rejoignent le rivage où les attendent leurs complices. Ils tentent ensuite de prendre la fuite avec leurs marchandises. Des exercices de ce genre, ces hommes en font une fois par mois. L'arrestation se fait en moins de 5 minutes. Fin de l'entraînement. Et débriefing pour Iulian Albaceanu, chef du secteur. Bravo les gars, on a très bien marché. Et lui, je le remercie tout particulièrement car c'est le chef de notre section d'intervention. Un champion mondial de lutte. Vous êtes visiblement content de l'exercice. Exercice impeccable, naturel, exactement comme cela devrait être à chaque fois. Une action courte et efficace. Ça se passe comme ça d'habitude? Quasiment. Sauf qu'en vrai, il y a une phase d'enquête qui peut durer des mois. Ce scénario est un classique dans ce coin de la Roumanie. Car nous nous trouvons sur le bras de Chilia, l'un des canaux du Danube qui fait frontière avec l'Ukraine. Une zone placée sous haute surveillance. La Roumanie est de ce côté l'Ukraine. Et sur le Danube, où est la limite? La limite, pour les grands bateaux, c'est le milieu du chenal navigable. Pour les petites embarcations, c'est le milieu de la masse d'eau. 250 km de frontière entre les deux pays. Et côté roumain du delta, 800 personnes pour contrôler le trafic. Notre mission permanente est d'arrêter absolument toute activité illégale dans la zone de frontière. C'est ça notre domaine de compétence, mais plus particulièrement le trafic d'êtres humains et la contrebande. Contrebande de cigarettes principalement.
Mais ces hommes sont également confrontés au trafic de drogue et à l'immigration illégale. La Roumanie est une des portes d'entrée dans l'Union européenne. Retour au calme et pause déjeuner. Julian nous invite chez Vasil et Simona, un couple installé depuis 40 ans, loin de tout. Vasil est l'un des meilleurs pêcheurs de la zone et un ami chez qui on aime bien s'arrêter quand on est dans le delta. En fait, c'est une bonne adresse où on peut venir manger. Ce n'est pas une bonne adresse où vous pouvez venir manger, c'est un bon ami. Parce qu'ici, ce n'est pas un restaurant, ce n'est pas ouvert au public. Mais si je lui demande si on peut manger, boire un spritzer, comme tous les pêcheurs, nous sommes toujours les bienvenus et Vasil nous reçoit chaleureusement. Vasil et Simona vivent de la vente des poissons qu'ils pêchent. Alors forcément, si vous leur demandez ce qu'il y a au menu... Du poisson. Ici, nous avons un silure et de la carpe. On le mange toujours avec une sauce à l'ail bien battue. Le poisson doit être assorti à un alcool fort, surtout le silure, qui est un poisson dont la chair est grasse. Soyez les bienvenus et santé. Retour à Mila 23. Au village, nous y croisons Ivan Patsaïkine, un grand champion de canoë-kayak. 4 médailles d'or, 3 d'argent aux Jeux Olympiques. L'homme vit à Bucarest, mais dès qu'il passe au pays, ce sont de vraies retrouvailles. On a Nadja Comaneci et Ivan Patsaïkine. C'est mon ami depuis qu'on est tout jeune. Lui est parti, moi je suis resté. Comment tu vas? Regarde, c'est Ivan, notre légende. Ivan Patsaïkine, une icône en Roumanie. Ce jour-là, alors que Mila 23 organise une réception pour des amis russes, le champion focalise très vite toutes les attentions. Ivan, pourquoi tout le monde vous embrasse et vous prend dans les bras? Tout simplement parce que je suis d'ici. Parce que les gens l'aiment. Parce qu'il est à nous et que c'est notre honneur. C'est naturel, non? C'est notre fierté, c'est l'homme du village. Ivan est lipovène, comme la grande majorité des gens du Delta. Les Lipovènes, une communauté orthodoxe traditionnelle, originaire de Russie, chassée par Pierre le Grand au XVIIe siècle et qui est venue s'implanter dans ce coin de la Roumanie. Ivan est fier de cet héritage et de cette culture. Elles sont très connues, mes amis, vous savez. Toutes seules, elles ont su conserver ces belles traditions. Elles ont réussi à fabriquer tout ce que vous voyez sur elles. Tous ces costumes sont faits main, sans argent, juste leur travail. Et à présent, dans l'association Ivan Patsaïkine, nous allons former des jeunes pour qu'ils deviennent des champions. Et peut-être que nous aurons un jour un nouvel Ivan Patsaïkine. Ivan Patsaïkine, un enfant des roseaux.
Son premier souvenir, une sieste dans une barque. Et ses premiers coups de rame, c'était à l'âge de 4 ans. Le fait d'être sur l'eau, ça me plaisait. J'étais habitué, maître de moi-même. L'endroit où j'étais sur l'eau importait peu, parce que ça me ramenait toujours au delta, même si rien ne peut se comparer à ce lieu. J'ai voyagé dans de nombreux pays, mais être sur l'eau, c'était un peu comme être à la maison, en esprit. Aujourd'hui, l'homme ne fait plus de compétition. En revanche, il met sa notoriété au service de la défense du patrimoine naval de la région. Ce matin, il a rendez-vous avec Powell, l'un des derniers artisans à fabriquer la lodka, la barque traditionnelle du delta. Il y a 3 ans, les deux hommes lancent la canotka, un mariage entre le canot et la lodka. Le charme du bois et de l'ancien, allié aux performances des canoës d'aujourd'hui. Ça, c'est la nouvelle bicyclette du delta. C'est ça ce qu'on appelle la canotka. Je l'ai créé pour soutenir les artisans de la région, pour faire face à la concurrence, contrebalancer le déferlement des gros bateaux à moteur dans le delta. On essaie d'introduire ce genre d'embarcation, de redynamiser ce marché. Sinon, le risque est de voir de plus en plus d'importations de bateaux plastiques de divers pays. C'est pour cette raison qu'il était primordial de faire revivre la tradition qui avait tendance à disparaître. Et qu'est-ce que vous pensez du travail réalisé ? Je n'ai pas de mots pour vous l'expliquer. Parce qu'un tel travail, vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Tout est fait à la main. Cela vous donne une assurance que c'est bien fait. C'est donc un petit bijou ? C'est exactement ça, un diamant. Avant d'achever ce voyage, une escale à Sulina, 4000 habitants. C'est la dernière ville sur le Danube. Entre autres curiosités, le 1000 du fleuve et la basilique Saint-Nicolas, la réplique de l'église Saint-Jean, construite aux sources du Danube, en Allemagne. Après Sulina, c'est un vieux phare à l'abandon, puis un long chenal. Et après 2700 km à travers l'Europe, le Danube finit sa course dans la mer Noire, salué par des dauphins.